Oui, alors il est vrai que ce sont des thèmes compliqués et il faut veiller à procéder à un dévoilement progressif. La posture de l'Union par rapport à la propriété privée est tout autant le fruit de la confrontation de l'idée européenne, du projet, à quantité d'impératifs et de sollicitations extérieures, qui sont contradictoires entre la théorie écologique faite de parcimonie, de modération, de préservation, et d'un autre côté les impératifs de renouvellement des marchés, avec l'innovation, le changement, le besoin de consommation, etc., etc. Mais cette posture résulte tout autant de la saisie d'opportunités au gré du vent et des circonstances. Inutile de rappeler dans le détail le cas emblématique de l'épisode viral. La complexité de la situation est particulièrement manifeste avec les produits et les biens de consommation, notamment les biens d'équipement, les divers appareils et objets. Les tendances sont antinomiques. D'un côté, tout presse pour accélérer, multiplier, croître, innover, diffuser et consommer, tandis que de l'autre, il s'agit au contraire d'atténuer, de réduire, de freiner et même de compenser. La notion même de propriété individuelle peut faire l'objet d'interprétations contradictoires au regard du thème de la consommation. Alternativement, c'est un facteur d'accélération ou au contraire un frein. Quelque part, le principe originel de la propriété s'accompagne de l'idée d'une permanence, d'une pérennité du bien, de l'absence de péremption, qui est la condition première à la constitution d'un patrimoine. Cela irait donc a priori dans le sens de la sobriété, de l'achat à coup sûr. Mais dans le domaine matériel et technologique précisément, on peut prendre le contre-pied de ce schéma en disant que c'est finalement l'innovation permanente, le progrès technique avec l'obsolescence des objets produits qui en résulte, qui met en péril la notion de propriété, qui la fait tomber. Elle devient du coup inutile, puisque finalement les individus sont amenés à accumuler des choses périssables sur lesquelles ils n'ont plus de prise, celles-ci étant par nature vouées à devenir caduques et sans utilité. Et ce changement perpétuel, cette amélioration, ces mises à jour, ce progrès, justifierait un nouvel âge, que certains qualifient d'âge de l'accès, une vision enchanteresse où avoir, posséder et accumuler n'ont plus guère de sens. Si on préfère une image, c'est un peu comme celui qui dormirait sur son tas de grains jusqu'à ce qu'il soit charançonné et se change au final en pur déchet, en valeur gâchée. Par une sorte de renversement, la propriété individuelle devient le symbole et l'agent à la fois de la surconsommation et du gaspillage, donc de l'irrationnel et du chaotique, ce qui est désormais politiquement inadmissible. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une remise en question radicale par l'Union européenne du fait de posséder, on le comprend, mais spécifiquement de celui de sa généralisation. Ce qui pose problème, c'est que son principe soit valable pour tous, pour l'ensemble des individus, donc étendu à la masse. C'est le côté populaire et accessible du mécanisme, la petite propriété individuelle, celle du quidam de l'individu lambda, qui est dans le collimateur. Alors c'est dans ce cadre que doivent se comprendre la place, le rôle et les objectifs de l'Union dans cet ensemble d'éléments complexes où se croisent visées politiques et géopolitiques, intérêts commerciaux, logique des firmes, etc., etc. Au final, tout concourt en fait à la remise en question du caractère, je serais tenté de dire démocratique de la propriété individuelle, de l'acquisition comme de la transmission. Oui, on vient de voir dans la discussion précédente le mécanisme à l'œuvre avec le logement, mais, ainsi que je l'ai dit, il ne s'agit que de la déclinaison récente dans le champ de l'habitat, d'une pratique plus ancienne, engagée par l'institution, et qui date d'une trentaine d'années, avec l'adoption des premières étiquettes énergie, vous savez, avec leur classe et leur nuancier du vert au rouge. L'étiquetage coloré fait sa première apparition début 1995 avec l'entrée en vigueur d'une directive de 92, du 22 septembre 1992, concernant la consommation électrique des fours,
des réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à laver et des téléviseurs, faisant obligation d'afficher leur score sur ces appareils en magasin. Le maître mot avancé est celui de l'information du consommateur, avec en perspective l'attente d'un choix rationnel de sa part au moment de ses achats. S'il sait ce que chaque modèle consomme, il ira naturellement vers le plus sobre. Mais attention, les étiquettes actualisent plus qu'une simple information, puisque la gamme de couleurs traduit une appréciation déjà faite pour le consommateur. Le signal qui lui est envoyé n'est déjà plus strict donné, neutre et objective. Il est en soi sanction. On guide vers ce que l'institution considère comme vert, au sens de vertueux, et au contraire par la répulsion envers tout ce qui tendrait vers le rouge, le non-conforme, l'ignoble, le détestable, à la lisière de l'interdit. Il est attendu que l'offre sur le marché soit amenée à évoluer dans le bon sens, celui promu par l'institution, le choix rationnel des individus ainsi astucieusement orientés, permettant de disqualifier les produits indésirables et au final de les faire disparaître purement et simplement des rayons. Pour parvenir à boucler le cercle vert et vertueux, l'Europe prend l'air d'une influenceuse. C'est tout simple dans le principe. La pratique est toutefois chose un peu plus retorse, et l'Union est bien consciente de ce que sans son entremise, sans son action directe, la raison du porte-monnaie risque de prendre le dessus et d'écraser celle de la performance énergétique. Si c'est moins cher, le consommateur ira vers le prix bas, quelle que soit la performance énergétique. C'est pourquoi l'Union a dû procéder à des interventions contraignantes, par exemple en 2012 avec l'interdiction de mise sur le marché de certains frigos inférieurs à une certaine classe de performance, ou actuellement avec les menaces qui pèsent sur la technologie des écrans 8K, une innovation en matière de définition des images qui encourt un arrêt de mort sur le marché européen en raison d'une plus forte consommation par unité de surface due à une luminosité accrue et à la puissance des processeurs. De plus, elle procède à l'ajustement périodique de ces échelles et de ces grilles de classe énergétique, en effectuant des réinitialisations, des grands resets réguliers, en gros tous les 10 ans. Le dernier date de 2017 et est effectif depuis 2021, donc des remises à jour qui n'enchantent guère, on s'en doute, les professionnels de la vente. En parallèle, la gamme de biens assujettis à l'étiquetage coloré n'a cessé de s'étendre, de s'élargir. Véhicules automobiles depuis 2006, ils sont soumis à l'étiquetage énergétique, pneumatiques depuis 2012, produits de construction et de décoration depuis 2013, chauffe-eau, ballons, chaudières, pompes à chaleur et clim depuis 2015, et pour de même, pour 2026, les smartphones et les tablettes, et le cas des ordinateurs est à l'étude et une réflexion est engagée quant aux modalités d'affichage concernant les chaussures et les textiles, textiles au sens large du terme, l'habillement, la literie, les tapis, etc., etc. Cela, c'est le guidage et le calibrage de l'offre sur le marché. Mais à ce stade, cela ne remet pas en question le rythme et le volume des acquisitions, ni le principe de la possession. Oui, exactement, ainsi que ses corollaires, l'éco-conception, la lutte contre l'obsolescence, le recyclage et surtout la généralisation de ce qu'on appelle le produit en tant que service, ainsi qu'on va le voir. Alors pour effectuer notre démonstration, nous disposons d'un cas d'école suscité par l'Union qui s'avère éminemment symptomatique et instructif, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, qui rentre en ce moment dans sa phase active. Il s'agit de tout ce qui est orchestré autour du textile, en particulier de l'habillement, et de la lutte contre ce qui est désigné comme la mode éphémère. Un engagement dont le public commence à percevoir l'écho. Alors ça, c'est le comble du mal absolu auquel l'Union a décidé de donner un coup d'arrêt, avec une devise portant pour l'horizon 2030, qui décidément sera chargée, que la mode éphémère soit démodée.
mon objectif ici ne consiste pas à rentrer dans le détail des dispositions. Pour cela, je renvoie au chapitre 7 de l'individu dans l'Europe promise que vous connaissez tous. Je veux simplement fournir le schéma qui vise à faire surgir par ce biais de nouveaux modèles commerciaux qualifiés de circulaires, qui permettraient aux consommateurs d'utiliser plus longtemps leurs vêtements. En fait, il faut reformuler la proposition qui est plus exactement, qui permettrait aux vêtements d'être utilisés plus longtemps par des usagers. Chaque nuance a son importance, nous allons le voir. On parle ici d'encouragement au réemploi, à la location, à la reprise, au marché de la seconde main, etc., etc. Ce qui revient à cumuler des efforts en faveur de la réduction de la masse de produits physiques en circulation, au contraire du principe de propriété personnelle et exclusive antérieur qui les rendait jusqu'à aujourd'hui quasiment à usage unique. Un polo, un t-shirt, c'est pour un client, un unique client, quelques usages et ensuite direction la poubelle. Là, l'avenir est donc aux vêtements d'occasion et aux multiples changements de détenteurs temporaires, une pratique qui se rencontre déjà pour les vêtements d'enfants, peu utilisée en raison de la croissance rapide des nourrissons. L'extension de ce modèle est évidemment appelée de leur vœu par les négociants en ligne d'objets de seconde main, puisque chaque transfert génère de la valeur à partir d'un même produit, potentiellement négociable de multiples fois, pour peu qu'il résiste et puisse durer en présentant encore bien. L'objet devient en fait fongible, il passe de main en main et se convertit en monnaie à chaque changement de main. Alors ça, c'est sur le papier, c'est le nouveau modèle qui suppose un changement des habitudes d'achat des consommateurs et tout autant une mue de la sphère marchande elle-même, avec des services de reprise, des collections d'occasion, des services de réparation, etc., etc. Oui, c'est bien cela, c'est au moins le principe, parce qu'en l'état actuel des productions, il apparaît difficile d'entrevoir la réutilisation déjà de la plupart des chaussures, déjà limite pour les premiers âges de la vie, et de toute une série de produits textiles. Pourquoi? Eh bien parce que la piètre qualité des matières employées, des coutures comme des fermetures, voue ces produits à l'usage unique et au recyclage, si encore ils tiennent une saison. Jadis, les linges, y compris de lit, étaient coûteux, mais pouvaient se transmettre sur des générations. Sans même invoquer les caprices de la mode ou de la décoration intérieure, bon nombre d'articles contemporains ne sont même pas en mesure de boucler intact le cycle d'une année civile. Chose amusante, avec l'idée de circulation de main en main, on donne une nouvelle acuité à la transmission. On réveille finalement la notion de patrimoine qui n'est opérante et valable que si la chose à léguer possède une qualité intrinsèque suffisante pour pouvoir être gardée intacte et transmise. Alors c'est sûr, on est loin du standard de la production actuelle où le commun des mortels est voué à la fripe. Cette notion de circularité et de produit en tant que service met en lumière le sens d'une formule par laquelle s'ouvre le pacte vert et qui passait inaperçue, noyée dans le flot des objectifs grandiloquents et des bonnes intentions, tant elle était sobre et finalement absconse. Alors je cite, transformer l'UE, l'Union européenne, en une société dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. L'expression revient souvent par la suite dans différents textes avec ce rappel d'une ambition assez contre-intuitive de décorrélation entre la croissance et la consommation de ressources. Contrairement à ce qui peut être entendu ou lu à propos de l'Union européenne, l'organisation ne vise absolument pas la décroissance. Son objectif est spécifiquement la réduction, l'attrition de la dimension productive physique de la croissance. Il n'est pas tant question de sobriété économique que de transfert de la croissance depuis la sphère productive matérielle en direction d'une nouvelle sphère servicielle, où la matérialité physique des objets est absente ou passe à l'arrière-plan. La valeur et le gain doivent se faire sur le service et plus seulement sur l'objet.
L'union brigue le basculement vers une économie de l'usage et non de la possession. Nous allons y revenir. Le modèle nouveau prend ses distances avec la consommation physique de masse, valorisant l'usage et décréditant les réflexes d'acquisition systématique et de propriété privée, au profit de paiements à l'usage ou d'abonnements forfaitaires pour l'accès à des prestations de services. C'est également la promotion d'un modèle qui va même jusqu'à ce que les fabricants restent propriétaires du produit ou responsables de son fonctionnement tout au long de son cycle de vie, comme on peut l'observer par exemple dans les contrats de reprographie en entreprise, où les machines photocopieuses sont mises à disposition et entretenues, mais non acquises par le client. On peut également évoquer la tendance prise dans le domaine automobile avec les multiples formes actuelles de location et de leasing. Et cela va jusqu'à la substitution pure et simple de la possession exclusive et permanente par l'usage au moment opportun d'un objet partagé. Il faut bien comprendre que ce qui vaut pour le textile et l'habillement a vocation à s'étendre à d'autres secteurs et à d'autres productions, comme les appareils électroniques ou encore le mobilier, qui sont des catégories explicitement mentionnées dans le nouveau plan d'action pour une économie circulaire à la suite du textile. Ainsi, rien n'interdit d'imaginer qu'après les succès du meuble à se monter soi-même qui a fait les beaux jours de quelques grandes enseignes, les métropolitains aisés soient attirés par une sorte de home staging sur abonnement, où, moyennant forfait, il serait possible de changer régulièrement d'ameublement intérieur, avec des collections de pièces tournantes choisies pour un temps, et systématiquement remises à neuf entre deux services. On parle de personnalisation de masse, une expression assez paradoxale, mais qui traduit bien à la fois cette idée d'une standardisation de l'offre et donc d'une contraction des choix, qui se réduisent à des finitions ou des éléments de décor sur les produits de base disponibles. Mais une standardisation doublée d'un ajustement personnalisé de services en accompagnement du produit, comme l'était autrefois l'extension de garantie ou la modalité de financement. Dans le cas du mobilier, par exemple, il pourrait être question de périodicité des abonnements, du rythme et de l'étendue du renouvellement de l'intérieur, des forfaits d'assistance réparation en cas de problème, d'aide au déménagement, etc., etc. Oui, plus exactement une hausse de responsabilité du côté des fabricants, les producteurs étant rendus responsables de leurs produits de façon élargie dans le cadre d'une éco-conception étendue. Les articles seront, je cite, conçus en vue de leur réemploi, de leur réparation et d'un recyclage de qualité. Ce qui signifie l'augmentation de leur teneur en matière recyclée, la lutte contre leur obsolescence prématurée, leur réparabilité et l'interdiction de destruction des invendus ou des produits retournés. Et oui, il y a bien une évolution de la propriété vers quelque chose de plus collectif, à l'image des parcs ou des flottes proposées par les constructeurs ou des opérateurs, comme dans le domaine automobile. C'est dans tous les cas la tendance actuellement promue par l'Union. Elle active un changement de modèle qui revisite le mécanisme de l'achat et y substitue une relation longue client-fournisseur à base de prestations de services. Mais rentrer dans l'économie du service, s'y enfoncer de manière systématique, n'est pas neutre. En dépit des apparences charmeuses, puisqu'on me propose un service, cela signifie strictement pour l'individu une perte d'autonomie, puisqu'il faut recourir à l'intermédiaire d'un tiers et de formules spécifiques d'accès, d'émission de besoins, de tarification et de fonctionnement. Et suivant ce qui est généralement constaté, cela s'accompagne d'une hausse des coûts pour le particulier. Une ponction perpétuelle, un abonnement à vie auprès d'un opérateur, d'un fournisseur d'accès, d'un gestionnaire d'appli, etc., en plus du coût d'usage. Et en outre, une situation de handicap potentiel en cas de coupure de connexion ou d'absence de réseau. C'est un handicap radical, une mutilation définitive si on se trouve dans l'incapacité de s'offrir l'abonnement ou les cascades de mise à jour payantes.
Bref, cela porte les germes d'une société de plus en plus duale entre ceux qui peuvent accéder, à tous les sens du terme accéder, aussi bien financièrement que connectiquement, excusez le barbarisme, et ceux qui ne peuvent pas ou ne pourront pas. C'est un thème majeur auquel je compte consacrer un cycle de discussion spécifique. Dans tous les cas, voilà un modèle qui fait tout de même la part belle et centrale à au moins un objet physique qui en est le pivot. Vous l'avez compris, je veux parler du smartphone dont finalement tout dépend. Là, pas question de partage d'usage, puisqu'il faut bien l'unicité du lien permanent entre chaque individu et ce fil à la patte pour que le système ambitionné fonctionne. Pour le coup, la relation à l'objet n'est pas faite de propriété individuelle, ou alors c'est dans le sens contraire à ce qu'on pourrait croire et qui fait que c'est l'objet qui, au final, nous possède. D'ailleurs, il se prête parfaitement au précepte de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Il faut juste le détenir pour être tenu. Il est donc pour tous, depuis le migrant non encore régularisé, mais qui en sera doté pour faciliter son suivi, et auquel on fournira même un crédit en euros numériques. Alors j'anticipe sur la prochaine discussion. Depuis le migrant jusqu'au bobo, en mesure de s'offrir dans son forfait le dernier iPhone 17, 18 ou 23 en bambou laqué et cristal de bohème. Je viens déjà d'en donner quelques éléments, mais je n'ai pas fini, car on comprend bien que dans la dynamique prise par l'Union, la mutation vers le serviciel offre d'autres pistes de régulation qui sont devenues une nécessité pour l'institution, parce qu'elle est crispée sur son pacte vert. En d'autres termes, pour atteindre ces objectifs verts, il ne suffit pas d'avoir encouragé l'accès et favorisé la non-propriété, il faut en venir à réguler les usages eux-mêmes, et donc quelque part les usagers au passage, dans leur quotidien, dans leur existence. Au vu des orientations retenues et faute d'un saut qualitatif technologique, d'une innovation de rupture qui viendrait changer la donne quant à la maîtrise énergétique, je pose simplement la question, qu'en sera-t-il pour demain ? Pour les ampoules, le pilotage du moment, de la durée et de l'intensité de l'éclairage grâce au module intelligent de gestion de l'éclairage. Pour les télévisions, des restrictions de la taille des écrans, de la durée d'utilisation, voire un contrôle et un arbitrage suivant l'affectation, le motif travail primant celui du divertissement. Et là même, au titre de la puissance des traitements et de l'énergie consommée, une considération différente du simple spectateur d'une série Netflix et de l'abominable gamer qui affole les processeurs et fait chauffer tous les circuits. Vous croyez que j'exagère ? Eh bien, l'institution en fait déjà l'annonce pour le futur dispositif de réglementation énergétique dévolu aux ordinateurs, où elle prétend faire le distinguo entre la consommation pour du travail de bureau, la conception graphique, le montage vidéo et les jeux. Ces derniers sont effectivement déjà dans le collimateur de l'Union, car ils consomment beaucoup d'énergie, même en veille, pour mémoriser les données d'une partie, avec leur carte graphique, le nombre et la rapidité des processeurs requis, auxquels viennent s'ajouter la taille et la résolution des écrans, et évidemment le temps d'usage des passionnés qui s'y abrutissent en continu sans pouvoir s'en décoller. Mais continuons notre balayage. Qu'en sera-t-il pour l'auto ? J'y reviens, avec le pilotage de la charge des véhicules électriques. La réservation des créneaux et la déclaration des itinéraires, la déclaration préalable des itinéraires, l'éco-conduite imposée, voire le délestage pur et simple sur le vélo ou la marche à pied. Appliquons cette logique à l'alimentation. Et nous voyons poindre un encouragement à délaisser le caractère naturel de l'ingrédient de qualité, qui demande temps et énergie, pour la valorisation d'une nourriture rapide, préparée à grande échelle, formulée, optimisée et ciblée, voire de substitution, dont nous avons déjà parlé. Vous voyez par exemple les nouvelles publicités pour les sandwichs au jambon végétal.
Appliquons cette logique à l'habitat, après sa rénovation et le passage obligé au système dicté par l'efficacité énergétique dont nous parlions la fois dernière. Et nous rentrons dans le domaine du potentiel d'intelligence du bâtiment. Ah, c'est le sigle ardemment promu par l'institution, où en fait le réseau est le maître et délivre ses consignes en matière de chauffage, d'éclairage, de fonctionnement des appareils, de recharge ou non des véhicules, etc., etc. Les gens ne font jamais que ce que le bâtiment autorise par son réseau. Vous voyez bien que ces choix ne sont pas neutres, et il est temps que le grand public prenne pleine conscience des tenants et des aboutissants auxquels il est engagé. Alors voilà pour aujourd'hui. Vous comprenez que les choses sont amenées à se corser avec notre prochain rendez-vous pour clôturer ce cycle de discussion où nous traiterons du rôle et des effets de la digitalisation générale impulsée par l'Union européenne sur nous-mêmes, simples individus sur sol européen. Alors je vous dis à bientôt et d'ici là portez-vous bien, ne cédez pas trop aux offres alléchantes de services et d'applis proposées par votre perfide smartphone, bref, suivant la coutume d'Europhilo, soyez vigilants.